Vadous, comment ça va? Euh, J'espère que tout va bien chez vous et vous puissiez continuer à travailler sur tous les modules, plus particulièrement en thermodynamique. Euh, Pendant cette période un peu difficile, on ne peut pas se joindre dans une salle au premier cycle à l'INSA. Pour cette raison, j'essayais de faire ce petit vidéo pour justement qu'on puisse continuer d'avoir des échanges en TT thermodynamique. Bien entendu, c'est un premier essai que j'ai fait sur un vrai exercice. Il y a quelques précautions. Je ne suis pas très à l'aise de parler tout seul devant la caméra, sans votre retour direct. Donc, des fois, je peux parler soit un peu trop rapidement, soit j'ai pas très bien expliqué. N'hésitez pas de me poser la question, de me faire un retour. Je peux progresser dans une prochaine vidéo. Deuxièmement, vous pouvez me laisser dans la zone commentaire sur la page website de YouTube votre question. Je peux vous répondre ponctuellement à votre question spécifique. Ou sinon, vous pouvez également me solliciter à travers le email de Lisa. Ça marche également. Une dernière précaution, c'est pour la semaine prochaine, si tout fonctionne bien, je vais essayer de programmer une vidéo en direct pour qu'on puisse avoir un échange encore plus direct que je peux je peux vous raconter l'histoire de thermodynamique et d'avoir votre réponse directement sur l'écran. Vous aurez peut-être pas droit de parler, mais vous pouvez taper. Ok. Les questions, normalement, il s'affichera. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Je suis pas un youtubeur professionnel. Voilà. Donc, je compte sur vous pour tous votre remarques, commentaires et les conseils. Alors, avant de continuer, je vais me minimiser, me faire toujours apparaître dans un petit à côté mon écran. Ah, la technique, hein. Un exercice, un exemple. C'est un exercice 5 du chapitre 3. C'est de comment réaliser un moteur simple par évaporer l'eau dans un piston, dans un cylindre. Avant de commencer cet exercice, il fallait que je vous fasse un petit rappel de votre cours. Il y a quelques grandeurs ou des paramètres qui est important pour cet exercice. Donc, tout d'abord, volume qu'ils ont mis à part ici, c'est la même notion qu'on a vue il y a 2 séances. Un volume spécifique, il est égal à le volume divisé par la masse. C'est l'inverse de l'intensité de votre phase mélangée et qui est en unité mètre, mètre cube sur kilogramme. Ok. Deuxième notion, c'est le diagramme Clapeyron qui décrit la variation de pression en fonction du volume. Alors, vous avez normalement la courbe d'équilibre entre la phase gazeuse et la phase liquide pour une transformation isotherme particulière avec la température égale à la température critique, au-dessus de laquelle vous avez liquide supercritique. Et entre la courbe et la courbe d'équilibre, vous avez une phase liquide, et de l'autre côté, c'est phase gazeuse. Entre les deux, s'il y a une transformation qui a une température T inférieure à Tc, et ben ça veut dire qu'il va rencontrer la courbe d'équilibre pour une transformation isotherme, toujours, là où il apparaît le premier pultaire,
et ensuite la disparition de liquide, dernière goutte de liquide à phase, dans le phase, comment dire, au sein du phase gazeuse. Et puis une transformation selon la loi de gaz parfait pour une transformation isotherme. La T inférieure à Tc. Alors, pendant cette procédé-là, la température est une constante. Et pression T égale à pression de vapeur saturante correspond à telle température. Cette courbe, il est équivalent à une courbe de pression en fonction de volume spécifique. Et pourquoi des fois on s'intéresse à volume spécifique? C'est pour comparer deux systèmes qui contiennent des différentes masses ou différents nombres de moles de l'eau et on le normalise avec leur masse et on obtiendra une courbe qui contient strictement la même information, cependant comparable entre les deux systèmes. C'est OK? Vous avez les mêmes informations essentielles. Faites attention sur cette courbe-là, le volume spécifique, il est en logarithme. Un troisième point, c'est comment en décrire le premier principe, delta U égale à W plus Q. L'expression correspond à un schéma particulier, c'est-à-dire que l'échange de travail est sous forme de chaleur pour la transformation spécifique. Cependant, delta U, comme c'est une fonction d'état, il est égal à toujours une nombre de moles fois CV par delta T est égal à MCV. Excusez-moi. Je suis désolé. Pas bien en cours. M. Pardon. CV, M, CV, delta T massique, qui correspond à une transformation particulière. C'est une transformation isochore. Okay. Ça veut dire que si je connais la différence de température entre l'état initial et l'état final, je peux toujours calculer le changement d'énergie interne. Voilà. Donc, je reviens au sujet. Si vous n'avez pas encore préparé cet exercice, vous devez arrêter cette vidéo pour 3 ou 5 minutes pour lire le sujet. Si vous avez déjà préparé, et vous pouvez continuer. Alors, je vais trouver le sujet, je vais le mettre devant moi. Comme je vous avais déjà expliqué pendant une séance, je vais le grandir un petit peu, comment on traitait ce type d'exercice, c'est de bien décrire chaque état de transformation. À l'état initial, alors cet ingénieur, il a mis 2 litres de l'eau, donc 2 litres d'eau dans un cylindre et la pression correspond à l'état A égale à 1 par. La température de l'état A, c'est 293 Kelvin. Le volume correspond, c'est égal à volume de phase liquide est égal à 2 litres. Et nombre de moles de liquide, c'est calculable parce qu'il y a 2 litres. Et ben, ça veut dire que le nombre de moles est égal à 2 kg divisé par grand M. Et le nombre de moles de l'eau à l'état gazeuse, c'est égal à 0. J'ai décrit mon état initial. Et il faudrait que je puisse également définir mon état final. Il a dit qu'à l'état final, le volume devient 300 litres. Et ben, je vais l'appeler état final, un état F. Il contient toujours le 2 litres d'eau, mais par contre la composition est changée. Le rapport entre le nombre de moles de l'eau à phase vapeur et phase liquide n'est plus la même que l'état A.
Ok. La pression, maintenant, il devient, pardon, pas l'état A, l'état F. Comme je vous avais déjà dit, à définir. La température de l'état F, je peux peut-être faire mieux. Ah, voilà. La pression de l'état F, température de l'état F, euh, volume de l'état F. Par contre, ça, je connais. C'est égal à 300 litres. Il est beaucoup supérieur à 2 litres, qui correspond à la phase totale de l'état liquide. Ben, ça veut dire que je peux négliger le volume de phase liquide devant le volume de phase gazeuse. Donc, il est égal à pratiquement le volume de phase gazeuse à l'état final. Et le nombre de moles de l'état liquide, je ne sais pas. Le nombre de moles gazeuse, je ne sais pas. Mais, qu'est-ce que je peux savoir? Le volume final est égal à 300 litres. Ça veut dire que j'ai plus d'espace. Ça veut dire que le volume spécifique de l'état F doit être égal à le volume final divisé par la masse totale. Donc le volume final, c'est 300 litres divisé par 2 kg, qui est égal à 0,15. 0,15. Ah, c'est moche à écrire comme ça. Je vais le mettre, je vais le mettre là. Le volume final, le volume spécifique de l'état final d'égal à, comme je vous avais déjà dit, d'égal le volume final divisé par la masse. Donc c'est 300 litres divisé par 2 kg. Ça va faire 0,1 mètre cube sur kilogramme. Donc les deux états. À l'état A et l'état D. À l'état A, sur la courbe qu'on a ici, l'axe de X correspond à une pression égale à 1 fois 10 puissance 0. Donc c'est 1 bar. Puis évidemment, la ligne juste au-dessus, c'est 2 bars. Ok. L'axe X, Y, pardon, ça correspond à une densité de 1 mètre cube par kilogramme. Donc, à l'état initial, on a le point à 1 bar et le volume spécifique de l'eau à condition normale, c'est là, l'état A. Ça correspond à une densité, ça correspond à un volume spécifique, 1 litre de l'eau, ils ont un poids de 1 kg. Et l'état B, l'état suivant, l'état final, c'est on a un volume spécifique qui est égal à 0,15 mètres cubes par kilogramme. Donc il est là. Je sais que la transformation, d'après l'état A, c'est une transformation isopare à 2 paires. Donc ils sont sur cette ligne. Ici, l'intersection, c'est mon état F. Volume spécifique de l'état F égal à 0,15 mm3 par kilogramme. À l'état A, je le compresse. Ça veut dire que la pression passe de 1 bar directement à 2 bars. Je l'appelle un état B. Et là, entre l'état B et l'état F, il y a un point particulier, c'est l'état C. C'est là où je commence à avoir la première pulsaire au sein de la phase liquide, le point C. OK. A, B, C, F, les 4 points définissent notre transformation. À l'état A, j'ai tous les paramètres. À l'état F, la pression, bah, du coup, ça doit correspondre à vu que
il est entre la courbe d'ébullition et la courbe rosée. Donc, il existe les biphases. Donc, V de l'état final doit correspondre à une pression de vapeur saturante égale à 2 bar. Et température finale égale à combien? C'est une bonne question. Normalement, on vous avait distribué une courbe qui a décrit la pression de vapeur saturante en fonction de la température. Si on trouve sur la courbe la pression de vapeur saturante, normalement, ça correspond à une température de 393 Kelvin, donc 100 degrés. Il n'y a pas de surprise, c'est notre lot qui est ébulli à 100 degrés. Notre première valeur déterminée, du coup, c'est E. Eh ben, on est content. Grâce à ces valeurs-là, on a pu calculer le nombre de moles de gaz parce que je connais volume final, température finale et pression finale. Je peux en déduire le nombre de moles à l'état final, qui est égal à 18,4 moles. Et dans ce cas-là, je peux également calculer le nombre de moles de l'eau à l'état liquide. Donc, c'est le nombre de moles de l'eau total soustrait le nombre de moles de l'eau en état vapeur. Ça va me donner une valeur autour de 87 moles. Voilà. Et puis, je dois définir également l'état P et l'état C. À l'état P, j'ai toujours le même lot à l'état gazeuse, sauf que pression devient 2 bars. Et la température, en fait, je ne peux pas calculer la température. La raison est très simple, parce qu'on n'a pas une case. Je ne connais pas la loi de comportement lorsque une phase condensée a subi une pression, comment la température s'évolue. Donc ça reste comme une valeur que je ne peux pas en déduire. VB égale à VA, parce que c'est toujours la même phase condensée, il y a toujours le même nombre de moles de phase liquide et nombre de gazeuses est égal à 0. À l'état C, c'est pareil. Pression C est égal à 2 bars, parce que de B à F, la transformation, il est isobare. TC doit être égal à lorsque on atteint à la courbe d'équilibre entre la phase liquide et la phase gazeuse, la température reste, ne bouge plus, est égal à du coup la température finale, TF, est égal à 393 Kelvin. C'est là que l'eau commence à s'ébouillir, à s'évaporer. Finalement, VC est plus ou moins égal à VP, enfin pas plus ou moins, il est légèrement supérieur à VP parce que le volume spécifique a légèrement changé, mais je ne peux pas calculer. N, ça reste pratiquement constante. NL égale à toujours la même chose, NG il commence à s'évaporer, donc à cet état-là il reste à 0. Alors, j'ai défini les différents états. Je synthétise tous les paramètres, sauf un seul inconnu que je ne sais pas comment calculer. J'ai pratiquement bien défini tous les états dans la transformation. Maintenant, je vais sur mon brouillon. Je vais le faire copie, copie, coller, voilà, il est là maintenant. Moi, je peux travailler basé sur cette petite schéma pour les questions suivantes. Question 2. Travail entre A et F. Comme vous savez, le travail de l'état A à l'état F est égal à c'est une fonction de parcours. Donc, il est égal à le travail entre les différents états. Égal travail A, B, plus travail
PAC plus travail CAF. Et pour la transformation de A à P et de, pardon, B et C, le travail d'égal à 0. Pourquoi? Parce que delta V pour une phase condensée, il est égal à 0. Mais le travail CAF est une transformation isopare. Donc le travail correspond à la pression extérieure fois V final moins V initial. Il doit être égal à moins 2 par, multiplié par, si AVC, le volume correspond à 2 litres de phase condensée, VF c'est 300 litres de phase vapeur. Donc on peut négliger les 2 litres devant VF, mais vous pouvez bien évidemment prendre en compte ça, fois 300 litres. Ça va vous donner le travail, qui est égal à, je ne dis pas une bêtise, est égal à 60 kJ. Et la valeur, il est négatif. Négatif parce que c'est une dilatation et notre système travaille à l'extérieur. Question 3. Changement de chaleur. En fait, le changement de chaleur de l'état A à l'état F pareillement est égal à QA B plus Q P C plus Q C F. Alors, il y a une petite difficulté, c'est l'état P, la température que je ne peux pas calculer. Cependant, QAC est un parcours assez particulier parce que il correspond le changement de chaleur d'égal à delta UAC moins W. Et je sais que le travail correspond la transformation de l'état A à l'état C d'égal à 0, donc est égal à directement delta UAC. Par définition, delta UAC est égal à NCV delta T. Je m'excuse, c'est un état condensé, donc ça correspond à directement masse l'eau C de l'eau fois TC moins TA. Si vous faites l'application numérique, vous trouverez la valeur et toi correspond à moins 900 kJ. Non, je fais une bêtise. Il est égal à ça. Dis-toi est égal à 1. Et toi t'es égal à combien? 828 kJ. Et QAF, c'est notre, comment dire, dernier parcours, doit être égal à, comment la calculer? De l'état Q à l'état C, ça correspond à l'évaporation de l'eau à température constante. Donc directement, il est égal à N fois la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Doit être égal à combien? Il y a combien de l'eau qui est évaporée? Bien évidemment, on a calculé le N à l'état gazeuse. Donc c'est égal à 18,4 mol multiplié par masse molaire multiplié par 2257 kJ par mol. Et finalement, vous en trouvez une valeur égale à 763 kJ. Et si je fais un bilan, comment calculer comment je peux calculer le rendement? Il doit être égal à travail utile, enfin énergie utile. Bah, c'est du coup pour un moteur, c'est du travail, divisé par énergie fournie. Donc
l'énergie utilisée, c'est le travail, et l'énergie fournie, c'est la chaleur. Et doit être égal à 60 divisé par 766 plus 828. Ça va donner un rendement autour de combien 3,8%. C'est notre résultat final. Voilà, j'encadrerai tous les grandeurs qu'on a trouvées. Pour la question 4, je vous laisse à réfléchir un petit peu. Je vais simplement vous donner un petit peu des indications. Parce que le volume final, je l'appelle F', devient 4500 litres. Et ben, ça veut dire le volume spécifique, volume spécifique, comment je peux l'écrire par la convention, de l'état F' doit être égal à 2,5 mètres cubes divisé par quoi 2 kg. 2, ça va faire 2,25 mètres cubes sur kilogramme. Alors, sur le diagramme, il est ici, c'est 1 kg. Ici, mètre cube par heure. Je peux l'effacer. Ici, c'est 2 mètres cubes par kilogramme. Donc 2,2, c'est un point, il est sur cette ligne. Donc je dois prolonger la courbe isopère jusqu'à ce point-là. Ce point d'intersection, c'est notre point F'. Donc lorsque vous décrivez les différents états, la déformation, la transformation d'évaporation s'arrête à un nouveau point particulier, point D. Et entre D et F, c'est la dilatation de pure phase vapeur. Vous devrez pouvoir calculer le changement de travail entre F et D et F'. Voilà. Tout ça correspond à ce que je voudrais montrer dans ce premier vidéo. Je vais la minimiser. Je vous remercie et pour votre retour et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bon courage.